Bonsoir, le 7-8, l'actu, chaque soir de la semaine en direct à 18 h. Bienvenue pour cette nouvelle édition. Voici les principales informations dans les Yvelines en ce 26 septembre. Une visite exceptionnelle aujourd'hui, celle du campus scientifique de l'entreprise Colas, leader mondial de la construction des routes. Le campus est installé à Magny-les-Hameaux. Et puis un conseil municipal ce soir à Maurepas qui signe le retour du maire Georges Mougeot, absent depuis plusieurs semaines. Un conseil sur fond de tension. 3 maires adjoints souhaitent se présenter aux prochaines municipales. La rentrée scolaire est passée, pourtant certains lycéens n'ont pas d'affectation ou veulent changer d'orientation. Le dispositif SOS Rentrée est là pour les guider. Reportage dans quelques instants à Versailles. Allez, on commence le journal de ce soir par quelques images. Alors elles sont signées ce soir par Patrick Jacques de Dixmude. C'était il y a quelques instants, en fin d'après-midi à Versailles, l'inauguration de la bibliobox franco-allemande. De quoi s'agit-il? Eh bien, transformer des cabines téléphoniques. Voilà, on va découvrir la cabine téléphonique devenue obsolète en boîte à livres. C'est très joli, en tout cas très coloré, où l'on échange des ouvrages. Le projet est écologique car c'est éclairé grâce à des panneaux photovoltaïques. C'est un projet qui est né de la coopération de la Maison de l'Europe et d'un institut basé à Berlin. Voilà donc un symbole de l'amitié franco-allemande et cela ne pouvait que réjouir Constance Le Grip, députée européenne présente lors de cette inauguration. On l'écoute. C'est effectivement une illustration concrète et tout à fait sympathique et positive de la coopération franco-allemande, de l'amitié franco-allemande et en cette année de célébration du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, participer sur le terrain concrètement dans les départements franciliens à l'affichage d'opérations de ce genre me semblait être tout à fait intéressant pour un député européen. Voilà pour l'inauguration de cette bibliobox, c'était il y a quelques instants à Versailles. Colas, leader mondial dans la construction des routes, a tout simplement son campus scientifique, vous ne le savez peut-être pas, implanté à Magny-les-Hameaux et cela depuis plus de 20 ans. Alors c'est un laboratoire d'où sortent toutes les dernières innovations de la multinationale. Claire Cambier et Elodie Moine ont visité les locaux. Le campus scientifique et technique de Colas, le CST, est le premier centre mondial de recherche et développement privé dédié à la route. Il est installé à Magny-les-Hameaux et ce jeudi, il ouvrait ses portes. C'est une première parce qu'on a conduit depuis 2 ans des travaux de restructuration sur le site, des travaux de développement de certains outils. On arrive à l'aboutissement de l'ensemble de ces travaux et il semblait légitime de faire connaître aux collaborateurs du groupe d'une part, mais également à nos clients, les nouveaux outils dont nous disposons aujourd'hui sur le site de Magny-les-Hameaux. L'entreprise Colas, spécialisée dans la construction et l'entretien des routes, s'attache à trouver de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux pour augmenter la performance ou encore l'empreinte écologique. Dans ce laboratoire, Flavien teste l'adhérence des chaussées. Cette machine permet de vieillir les échantillons. Ces recherches ont permis de créer un enrobé plus performant, l'OptiGrip. On va être sur des taux accidentogènes qui sont divisés par 10 avec des produits très sécuritaires. Ici, on a trouvé le moyen d'augmenter la rétro-réflexion des revêtements au sol. La bande CST est plus visible. Son secret, elle est saupoudrée de billes de verre qui réfléchissent la lumière. Autre thème de recherche, l'étude de l'usure des routes. Ce prototype permet de retranscrire l'état de la route et les fissures éventuelles grâce à des lasers projetés sur le sol. La vitesse d'acquisition est de 80 km/h pour une résolution des images de 1 mm. Donc ça nous permet d'avoir un très très haut rendement au point de vue auscultation des chaussées. Après traitement des images, on peut anticiper les travaux de rénovation à moyen terme. Dans cet autre laboratoire, Sébastien cherche à limiter le bruit de roulement et donc les nuisances sonores. Il cherche le meilleur matériau pour améliorer le coefficient d'absorption acoustique. Pour le bonifier, on a différents outils. Ces outils sont là pour optimiser notre formule. Et si vous voulez, c'est comme une recette de cuisine. On va jouer avec nos ingrédients, jouer sur les différentes proportions. On va aussi, par exemple, jouer sur la taille des granulats, sur le diamètre. Étonnamment, entre ces deux enrobés, c'est celui de droite qui limite le plus le bruit, 8 fois moins qu'un enrobé classique. La société Colas, présente sur les 5 continents, se charge de 100 000 chantiers dans le monde. Son chiffre d'affaires s'élève à 13 milliards d'euros.
pourrait imaginer... Allez, on va passer aux routes maintenant, aux pistes cyclables. À la ferme du Manet à Montigny jusqu'à vendredi, on ne parle que de vélo à l'occasion des 17e rencontres régions et départements cyclables. Alors l'occasion pour nous de faire le point sur les infrastructures existantes. Les Yvelines, par exemple, proposent 850 km d'itinéraires cyclables et ce n'est pas fini. Pendant 2 jours à la ferme du Manet de Montigny, on parle vélo et rien que vélo à l'occasion des 17e rencontres des départements et régions cyclables. Environ 72 collectivités conviées. Il faut sans cesse motiver car cela coûte toutefois assez cher, entre 100 000 et 1 million d'euros du kilomètre réalisé. Et il est nécessaire de rappeler aussi la loi car en la matière, il y a des devoirs. La loi LOR, dite loi sur l'air du 1er janvier 1997, qui oblige les collectivités, quand elles font des aménagements routiers dans la commune, donc en agglomération, de créer en même temps un aménagement cyclable pour mettre les cyclistes en sécurité. La plupart ne le font pas. Malgré tout, lors de cette 17e rencontre, une note positive, il y a des améliorations. Les Yvelines, par exemple, comptent 850 km d'itinéraires cyclables. Un budget de 4 millions par an subventionne les projets des communes. On a lancé la politique cyclable organisée et très volontariste depuis 6 ans. On s'est doté d'instruments qui vont à la fois de la sensibilisation dans les collèges, etc., jusqu'à la réalisation d'infrastructures. Le but, constituer un réseau de pistes continues. Le projet a été lancé il y a 3 ans via un schéma départemental et devrait aboutir d'ici une dizaine d'années à créer une boucle de 550 km. Un enjeu pour l'environnement, certes, mais un enjeu aussi pour l'économie via l'apport de touristes. La Loire à vélo, 300 km, les châteaux, mais c'est énorme. L'amortissement de la véloroute a été fait en 6 mois. La France est la 2e destination pour le tourisme à vélo en Europe, après l'Allemagne. Voilà, et puis sachez également que des labels vélo pour les hôtels vont faire leur apparition un peu partout en France et notamment dans les Yvelines. Pour bénéficier de ces labels, tous les hôtels devront disposer d'un espace sécurisé pour ranger les 2 roues et pouvoir également proposer des espaces buanderie réservés aux cyclistes quand ils rentrent mouillés de balade. Le conseil municipal de Maurepas va se tenir ce jeudi soir. Il signe tout d'abord le retour aux affaires du maire d'Hiver-Gauche, Georges Mougeot, absent depuis plusieurs mois pour des motifs de santé. Mais il sera aussi regardé de près pour ces tensions en vue des élections municipales. Dans les rangs de la majorité, 3 adjoints, rien que cela, ont déjà émis le souhait de se présenter. Pierre Le Guérinel, premier adjoint délégué au grand projet de ville, Michel Chapa, adjoint aux finances et Hervé Miclot, adjoint à la culture. Rappel des faits avec Wilfried Réchy. Jeudi 26 septembre, 20h45, s'ouvrira le conseil municipal de Maurepas. Un conseil anodin en apparence et pourtant. Il sera marqué par le retour aux affaires du maire d'Hiver-Gauche, Georges Mougeot. En retrait depuis plusieurs mois en raison de problèmes de santé, il avait cédé sa place à son premier adjoint à l'UDI, Pierre Le Guérinel. Dans l'opposition également du changement, puisque l'UMP Grégory Garestier siégera pour la première fois, il viendra pallier au départ d'un autre élu démissionnaire. Des allées et venues qui s'opèrent sur fond de tension en vue des prochaines élections municipales. S'il refuse pour l'instant toute interview, le maire sortant ne serait pas candidat en mars prochain. Michel Chapa, son adjoint aux finances, revendique d'ailleurs son soutien et annonce sa candidature. Dans le même temps, Pierre Le Guérinel, le premier adjoint centriste, va lui aussi se présenter sans le soutien du maire, donc, et peut-être sans le soutien de l'UMP, qu'il espère pourtant. Un autre brigue l'investiture de l'UMP, Grégory Garestier, responsable de la section locale du parti de droite. Et pour ajouter à la confusion, un autre adjoint au maire, lui socialiste, Hervé Miclot, brigue l'appui du PS dans cette campagne qui s'annonce, mais il retrouve sur sa route le conseiller général de gauche, Ismaïl Havane. 5 hommes, dont 3 adjoints de l'actuelle majorité pour un seul poste de maire. Et rien ne dit que la situation puisse se débloquer dans les prochaines semaines. Voilà, et puis toujours en politique, ces maires qui disent non au rythme scolaire. Une pétition circule en ce moment à l'initiative du maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. Ce dernier juge la réforme coûteuse, injuste et elle aurait, selon lui, pour effet de fatiguer les enfants. Jean-Michel Fourgousse demande au ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, de remettre à plat cette réforme et d'autoriser les communes à reporter son application qui doit avoir lieu à la rentrée 2014. Dans les Yvelines, 8 communes sont déjà passées à la réforme des 4 jours et demi, dont Trappes,
sur notre secteur. Et puis toujours en politique, 50 députés UMP ont demandé ce jeudi, la création d'une commission d'enquête parlementaire sur, disent-ils, les dérives communautaristes après les événements de Trappes survenus en juillet dernier. Parmi les signataires de droite, le bouillonnant député de Maisons-Laffitte, Jacques Millard, mais également le député de la 12e circonscription, David Douillet, ou encore Jean-Frédéric Poisson, également député des Yvelines. Selon les signataires de la proposition, ces événements traduisent la volonté des intégristes islamistes d'imposer leur loi. Voilà sur cette enquête parlementaire. On passe maintenant à l'entretien de ce soir qui n'a rien à voir avec vous, Edmond de la Panouse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en plateau avec nous parce que la TVA qui concerne le parc de Thoiry va passer de 7%, elle est actuellement à 7%, à 10%. D'ici le mois de janvier 2014. Alors on se dit que 3 points de plus de TVA, c'est pas bien grand-chose. Et pourtant, vous êtes en colère puisque vous venez d'adresser une lettre au ministre. Expliquez-nous pourquoi. Alors déjà, pour rappeler un peu le contexte, mon père, en tant que président d'association de tous les parcs zoologiques français, avait obtenu à l'époque un taux de réduit de TVA à 5,5%. Parce que nous sommes un élevage agricole, classé comme un élevage agricole, à vocation scientifique et pédagogique. Ces missions-là ont été confirmées en 2004 par un arrêté ministériel. Ça, c'était de 72 à 2011 que vous avez jusqu'à 2011. Donc jusqu'à 2011, on a eu ce taux de TVA à 5,5. Et donc on a ces missions par un arrêté ministériel de 2004 qui confirme ça, que nous devons être pédagogiques, scientifiques, nous devons recevoir les écoles, nous devons avoir des programmes pédagogiques, nous devons élever les animaux dans des bonnes conditions. Dans le cadre de programmes de reproduction européens, il y a tout un ensemble environnemental et pédagogique qui nous incombe dans nos missions et dans notre quotidien et dans notre travail. Il se trouve qu'en 2011, il y a une augmentation qui est montée à 7% qui s'est appliquée, parce que c'est le taux général qui s'applique à tout le monde. Donc, comme ça s'applique à tout le monde, on est obligé on est obligé de céder, on ne peut pas résister. Par contre, là, on veut nous faire une augmentation qui est spécifique, qui passerait de 7 à 10. Parce qu'on estime que vous êtes aujourd'hui assimilé à un parc de loisirs. Alors, on nous confond avec les parcs d'attraction qui font de leur côté leur travail, qui ont eu un taux réduit pendant longtemps, mais ça c'est par rapport au fait que Disney est arrivé. Quand Disney est arrivé dans les années 80, ils avaient négocié le taux réduit à 5,5 aussi. Ils s'étaient un peu inspirés de notre démarche, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y en a qui ont déjà bénéficié d'un taux réduit à 5,5. Aujourd'hui, ils sont revenus à un taux réduit à 5,5, et notamment les cirques. Les cinémas aussi, il y a un certain nombre de choses. Je ne veux pas polémiquer par rapport avec eux, ils font leur lobbying, ils ont leur mission, ils ont leur fonction. Mais je considère que c'est un peu étonnant que nous, les parcs zoologiques, particulièrement les parcs zoologiques privés, soient évidemment, vous soyez assimilés pénalisés à des activités de et qu'on est loisirs assimilé Disney, déjà à une activité qui n'est pas la nôtre, alors que nous sommes des éleveurs de faune sauvage et des scientifiques qui ouvrons au public, et c'est le public, nous, par les parcs privés, c'est grâce au billet d'entrée on peut remplir ces missions. On ne reçoit pas de subvention pour ces missions. Donc c'est le visiteur, c'est grâce au visiteur qu'on peut assumer entièrement ces missions. Donc le fait d'augmenter le taux de TVA à 7, déjà, ça a causé un premier impact. Ça coûte combien? Parce qu'on a l'impression que 3 je vais vous le points, dire, ça coûtait 150 000 euros rien que pour l'année dernière. On a perdu 150 000 euros par an, et les premiers qui ont été pénalisés dans l'histoire, c'est d'abord l'État sur l'impôt sur les bénéfices, parce qu'il y en a eu moins, suivi de l'intéressement à la participation pour les salariés aussi, et ensuite les animaux, parce que ça nous a fait, on a eu moins d'argent pour pouvoir investir dans des nouvelles présentations animalières. Quand on prend un point et demi de TVA, on perd 150 000, ça veut dire que quand vous prenez 3 points, vous allez perdre 300 000. Exactement. Ouais. Donc là, ça va nous faire 150 000 occasion x2, donc ça fait 300, plus 300 fait quasiment 600 000. Donc vous avez écrit une lettre assez longue, oui, plutôt amusante d'ailleurs, au ministre de l'économie et des finances. On a fait une lettre ouverte. Oui, vous avez fait une lettre ouverte en disant que si vous deviez être assimilé par exemple au cirque pour revenir à une TVA réduite, vous seriez prêt à mettre le nez rouge pour faire ça. C'est mon père qui a dit ça. C'est mon père. Mon père
il a la possibilité en tant que fondateur à la retraite de faire ce qu'il veut. Donc oui, lui, il s'est engagé à mettre le nez rouge et le chapeau pointu. Alors, c'est votre père aussi peut-être qui a proposé aussi au ministre de l'économie de venir sur place rencontrer les girafes. Alors, est-ce que du coup, sans plaisanter, mais du coup, après cette lettre que vous avez envoyée au ministre, est-ce que vous avez eu un retour? Est-ce que le ministre a dit on est prêt à venir voir sur place que votre activité n'est pas il faut rendre à César ce qui est à César. L'administration prend toujours un peu de temps pour répondre. Les courriers sont partis entre la semaine dernière et cette semaine pour justement que les élus, notamment spécialement les parlementaires, aient chacun un courrier au moment où ils croisent le Premier ministre, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, respectivement au Sénat et à l'Assemblée. Donc on attend les réponses, mais j'espère qu'on aura surtout un soutien de tous les élus de tous bords, parce que nous avons 4 parcs en France, ne c'est pas que le parc de Thoiry. Donc nous travaillons avec des élus de tous bords et qui sont très impliqués dans l'aménagement de leur territoire. Nous soutenons leur politique d'aménagement de territoire par le fait d'être présents et de créer une activité. Pour nous, il est important de se sentir un peu soutenu quand on se retrouve dans un traitement fiscal qui est extrêmement discriminatoire. Et c'est un peu la double peine, parce qu'on est les bons élèves et on nous punit. Vous êtes les bons élèves parce que, pour rappeler, vous faites des actions pédagogiques. Parce qu'on a des actions environnementales. Il ne faut pas oublier nos animaux. On n'achète pas nos animaux. Nos animaux sont confiés par des programmes européens avec des critères très stricts, qui demandent des très gros investissements. On parle facilement de 500 000 à 4-5 millions d'euros pour une présentation animalière. Le simple fait de transporter dans les bonnes conditions un éléphant, par exemple, c'est 15 000 euros le transport. Parce que il y a 2 transporteurs agréés dans toute l'Europe qui font ça très bien pour que les animaux arrivent en bonne santé. C'est toute une procédure. On n'est pas dans une situation où on peut faire les choses comme on veut. Heureusement d'ailleurs, nous sommes des professionnels, des scientifiques, et nous voulons faire les choses vraiment correctement. Mais alors, pourquoi aller frapper les bons élèves pour quelque chose qui, in fine, ne rapportera que peut-être 2, 3, 4, peut-être 5 millions la meilleure année pour l'État. Vous avez parlé des conséquences pour les finances du parc de Thoiry, mais est-ce qu'il y a aussi des conséquences pour les personnes, les visiteurs qui vont venir au parc? Ça veut dire que vous allez devoir répercuter ça sur la hausse du billet. Alors on se dit, mais pour eux c'est pas embêtant, mais c'est simple, la double augmentation en 2 ans va faire que le prix d'entrée va augmenter de 1 euro. 1 euro qui ira entièrement dans les caisses de l'État, je vous le rappelle. Et cet euro, nous, on va en impacter une partie sur les visiteurs, parce que on peut pas assumer cette charge nous-mêmes, parce que ça pénalise l'entreprise et le développement de l'entreprise. Donc il y a une partie va être prise en charge par le visiteur, et puis une autre partie, ça va être en perte et profit pour nous. Ça va être autant de présentations animalières en moins, ou repoussées dans le temps. Et c'est l'intéressement en moins pour les salariés. Alors socialement, c'est pas idéal, surtout qu'au moment où on veut relancer la consommation en augmentant les revenus des ménages. Et pour les salariés, justement, est-ce qu'il y a aussi d'autres impacts, des choses que vous auriez pu mettre en place si la TVA était réduite, que vous pourriez peut-être pas mettre en place pour les salariés, faut savoir que je considère qu'il ne faut pas qu'on fasse beaucoup, mais qu'on fait ce qu'une entreprise responsable est censée faire. On paye des frais kilométriques pour les transports, sachant que ce logement dans les Yvelines, c'est pas facile, donc les salariés, certains vont dans les départements voisins pour se loger. On a construit des logements sociaux, et il nous a fallu se battre très durement pour pouvoir les obtenir, pour qu'ils puissent se loger à pas cher, parce que c'est toujours cher dans les Yvelines. La mutuelle est prise à 100% par l'entreprise, qui est une bonne chose, parce que je considère qu'il est important que les salariés qui travaillent, certains sont dans les bureaux, certains sont sur le terrain. Je ne fais pas de différence ça entre pourrait eux. Être toujours maintenu. Pour moi, tout le monde doit être bien couvert, et surtout qu'on a différents corps de métier. Il n'y a pas que les animaliers qui sont dehors, différents corps de métier qui font un travail, parfois dans des conditions qui ne sont pas faciles, parce qu'on travaille dehors dans les conditions climatiques, c'est pas toujours évident. Il est important que tout le monde soit en bonne santé pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Combien de salariés ? L'entreprise, à peu près, regroupe avec les saisonniers autour de 80 salariés par an. Un dernier mot, vous avez, je présume, envoyé aussi la lettre au député de la circonscription, David Douillet. Alors nous avons envoyé, bien sûr à notre député qui nous représente.
mais aussi à tous les députés certains étant des suppléants d'autres élus qui sont maintenant des fonctions importantes. Et je pense notamment à M. Benoît Hamon, qui est ministre de la Consommation. Je sais qu'il est concerné par le sujet, parce que ça fait partie de son sujet. Je ne critique surtout pas son action sur le sujet. Je pense qu'il comprend très bien le problème. Et après, à charge dans cet énorme ministère qui est Bercy, que les choses se discutent. J'ai pas eu de réponse directe. Je ne fais que spéculer pour l'instant. Je ne fais qu'espérer, je dirais. Écoutez, un bon résultat. On peut vous souhaiter donc ce retour à une TVA à 5,5, TVA à taux réduit pour le parc de pour les parcs zoologiques. Pour les parcs zoologiques. Parce qu'il y a beaucoup de parcs plus petits qui sont, eux, très menacés, qui risquent, eux, de fermer, par contre. Tout à fait. Merci, Edmond Dapin, vous êtes venu nous expliquer cette problématique en plateau. Vous êtes lycéen et peut-être que vous n'avez pas encore d'affectation pour cette prochaine rentrée scolaire. Un dispositif SOS Rentrée est là pour vous aider. Direction Yvelines Information Jeunesse pour savoir concrètement comment cela fonctionne. Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dismude. Dans l'informatique, c'était ce que je voulais en fait, c'était dans programmeur, développeur informatique. Et là, c'était quoi le diplôme que vous prépariez? Youssef a 20 ans et vient de rater son bac pour la seconde fois. Lassé du système scolaire, il cherche désormais une formation professionnalisante pour se relancer. En quête de solutions, il s'est donc rendu ce mercredi après-midi au bureau d'Yvelines Information Jeunesse à Versailles pour l'opération SOS Rentrée. Sur place, de nombreux intervenants accueillent les jeunes. Centre d'information d'orientation professionnelle, recrutement des armées ou école de la deuxième chance, le choix est large. L'occasion pour Youssef de rencontrer des professionnels ou des conseillers pour définir au mieux sa future orientation. Ce matin, je suis parti à une école informatique qu'on m'avait recommandée à Paris. Et tout était complet. Donc je suis en attente de formation et je suis venu aujourd'hui parce qu'il y a la porte ouverte. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des réponses à mes questions et je les ai eues. Nous, l'idée en tant que généraliste de l'information, c'est d'inviter les référents sur le département des Yvelines et de proposer le maximum de possibilités selon les profils des jeunes. On accueille au préalable le jeune donc, ici à l'extérieur. On va essayer de décrypter avec lui sa demande, ses besoins. Et en fonction de cela, on va le diriger vers le ou les partenaires qui vont pouvoir répondre à ses questions et approfondir avec lui sur ces thématiques-là. Une fois le contact établi, ce sont les organismes sollicités qui assureront un suivi avec ces jeunes. Dossier d'inscription pour une formation, CV ou lettre de motivation pour un employeur, la prise en charge continuera jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Allez, on va rester dans le domaine de l'enseignement. Ils s'appellent Boulevard Désert. Ils sont nommés pour les victoires de la musique et sont en concert en ce moment même à l'occasion du Festival de la vie étudiante Balance la Sauce qui se tient ce jeudi à Guyancourt. Reportage Aurélia Debussy et Elodie Moine. Ils jouent au foot avant leur concert. Le groupe Boulevard Désert, récompensé aux victoires de la musique 2013, est l'invité d'honneur du festival Balance la Sauce ce jeudi à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Les associations ont fait appel à nous pour finir toute leur journée de sensibilisation aux associations, pour finir par un concert, et ils ont pensé à Boulevard Désert et nous on a accepté l'invitation avec plaisir. On les a connus ces journées étudiantes puisqu'on est tous passés par les universités. Bon, nous c'était à Toulouse, donc c'est à quelques kilomètres d'ici. Mais voilà, on a déjà participé. Moi j'ai déjà vu des concerts à Toulouse et je trouve ça très bien qu'ils fassent ça ici. Donc on est très content d'être là pour clôturer cette première journée. Les associations et la direction de la vie étudiante présentent pour la 6e édition aux nouveaux inscrits ou aux anciens l'étendue des activités proposées au sein de l'université. Les objectifs de cette journée étudiante est de favoriser les premiers contacts entre les nouveaux arrivants étudiants et les associations qui sont déjà en place à l'université. C'est aussi, quand il fait beau, une journée ludique, donc on essaye de faire vivre et animer le campus. Une vingtaine d'associations intervient tout au long de l'année et facilite la vie étudiante dans les domaines de la culture, de l'environnement ou encore de l'aide aux démarches administratives. Nous avons aujourd'hui à l'université un certain nombre d'associations étudiantes. Celles-ci sont dynamiques et par cette journée, elles tentent de recruter des nouveaux adhérents pour pouvoir faire de nouvelles choses chaque année. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est plutôt une logique d'individualisme. Maintenant, on commence à avoir des étudiants dès la première année s'intéresser au tissu associatif et finalement valoriser cet engagement au terme de leur cursus.
De nombreuses animations ponctuent le festival tout au long de la journée, tournois sportifs, buvettes, ateliers et bien entendu le concert ouvert à tous de Boulevard Désert. C'est pas mal les 6 mots. Allez, pour terminer cette édition, notre question du jour. Que pensez-vous de la vie associative à l'université de Versailles-Saint-Quentin? Réponse des étudiants. Très présente justement, c'est ça que je trouve très bien. C'est vrai qu'on nous a tout de suite mis dans le bain et on est très encadré par cette vie étudiante qui est vraiment très sympathique. Ouais. Non, mais je trouve que ça bouge pas trop, je trouve. À part aujourd'hui où il faut une journée de présentation, mais en général les assos ne sont pas très actives. Or dans les autres facs, on sait que les halls sont toujours animés. Ici, c'est plutôt une fois par an ou qu'on a des événements préparés. La vie étudiantine est très importante et le milieu associatif aussi. Moi, actuellement, du BDA Forcerie, nous nous engageons à faire ça et franchement, je vois que d'autres associations le font et font participer les étudiants à plusieurs activités. Je trouve ça vraiment très très beau et très très utile. Je pense que pour une aussi petite université, il y a pas mal d'associations et il y a pas mal de vie étudiante et c'est en train de se développer en plus en ce moment avec plein de nouvelles associations qui arrivent. Donc je trouve ça très bien pour les étudiants et des journées comme celle-ci, je sais que ça se fait pas partout dans toutes les universités, donc je trouve ça très bien. Et puis, toujours dans le cadre de la vie associative des étudiants, cette autre information qui concerne cette fois le Festival culturel 2013 Art in the City qui se tiendra du 3 au 18 octobre sur les différents sites de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà de quoi occuper les étudiants. Allez, fin de cette édition du journal du 26 septembre. Rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu. N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Bonne soirée, à bientôt.